Bonjour à tous. Il est 14h31. Je propose alors vous êtes 75 pour l'instant participants, vous êtes 180, un peu plus de 180 à vous êtes inscrits. Bon, bonne journée à tous. On va démarrer notre deuxième webinaire de la saison. C'est la 7e saison de nos webinaires Made by Nexialist. C'est l'épisode numéro 2 avec pour sujet, comme vous avez pu le voir, après avoir entendu la voix des fabricants apportant leurs témoignages, interrogations aussi quant à la proposition de la Commission européenne visant à simplifier la mise sur le marché des dispositifs médicaux en Europe. Place désormais aux organismes notifiés avec une table ronde où nous allons retrouver donc l'AFNOR, le GMED et SGS, j'ai mis dans l'ordre alphabétique des organismes notifiés. Un grand merci à Béatrice, à Virginie et Thomas d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire. Comment les ON ont accueilli cette proposition après avoir pris connaissance en plus du règlement d'exécution concernant l'annexe 7 et très probablement applicable pour celui-ci dès cet été, dès cette année, me semble-t-il. Donc, c'est le programme de cette table ronde qui sera modéré une fois encore par notre Corinne nationale, notre directrice intelligence réglementaire annexialiste. Et je reprendrai la main à l'issue de cet échange pour animer la séance des questions-réponses. Corinne, je te laisse la main, à toi. Merci beaucoup, Florent. Alors, donc, rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Florent et moi, nous vous proposons donc l'agenda suivant pour cette table ronde. Après une introduction, la table ronde, notre pièce de résistance, qui sera suivie d'une brève synthèse. Et ensuite, place à la partie questions-réponses. Et je vous invite dès à présent, ou bien quand ça vous viendra à l'esprit, à mettre vos questions dans le chat. Pour info aussi, Corinne, j'ai oublié de le préciser, il n'est pas sûr que Vincent Casteras, qui devait faire la synthèse et les perspectives, là, soit disponible malheureusement. Donc, il est fort probable qu'on châne cette partie-là. Donc, ça donnera plus de temps à nos questions-réponses. Ou qu'on fasse la synthèse nous-mêmes. Ou qu'on fasse la synthèse nous-mêmes, ou que tu fasses, ouais. Donc, pour débuter, nous avons sur la table deux pièces de résistance. D'abord, un projet de règlement d'exécution qui vise à harmoniser les pratiques des organismes notifiés, non pas en modifiant les RDM et RDIV, mais en donnant des modalités d'application de l'annexe 7. Et pour mémoire, l'annexe 7 régit l'organisation des organismes notifiés et leur fonctionnement pour opérer les processus de certification. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est ce très fameux projet de règlement modificatif qui propose de modifier 4 textes, le RDM, le RDIV, le règlement sur l'intelligence artificielle et un règlement d'exécution qui a renforcé les prérogatives de l'EMA en 2022. Aujourd'hui, nous allons considérer certains impacts les plus significatifs de ces deux projets de texte sur spécifiquement le processus de certification et sur les modalités d'opération des organismes notifiés. Et bien sûr, les avis de nos 3 experts viendront éclairer notre réflexion. Outre leur contenu, intéressons-nous au calendrier d'adoption de ces 2 textes et le calendrier également d'application. Le règlement d'exécution a par nature un système d'approbation simplifié. Il est attendu d'ici la fin du premier semestre 2026 et il serait applicable dans un délai très court de 3 mois pour la majeure partie de ces dispositions. Notons que l'Association des organismes notifiés, TeamNB, a publiquement indiqué qu'une date d'application à 6 mois serait plus en phase avec la réalité des changements de fonctionnement que les organismes notifiés devront opérer. D'autres dispositions seraient applicables à 1 an, certaines à 18 mois et même en janvier 2028 pour l'obligation pour chaque organisme notifié de publier un rapport annuel sur ses délais et ses coûts. En ce qui concerne le règlement modificatif, alors, bien que, comme cela a été rappelé lors de la conférence sur l'innovation et la sécurité des patients qui s'est tenue hier à Bruxelles, la Commission, le Parlement et le Conseil ont vraiment l'intention de réduire au maximum ces délais d'adoption. Mais malgré ça, le règlement modificatif suit la procédure législative ordinaire
et il est attendu pour, on va dire, 2028. En tout cas, c'est ce que donnent les rétroplanning, mais on a bien conscience que le triangle institutionnel souhaite faire en sorte que ce délai soit le plus raccourci possible. Si on s'intéresse au projet de règlement d'exécution, donc parmi les 10 articles de ce projet, moi j'ai envie de retenir 3 points. La proposition de mise en place de délais pour le processus de certification initiale et pour l'évaluation des modifications. La proposition de standardiser les modalités d'interruption du travail d'évaluation d'organismes notifiés dans l'objectif de permettre aux fabricants de répondre aux non-conformités ou aux questions. C'est un système qui est très communément appelé le clock stop. Et enfin, les délais de mise en application qui sont envisagés. Et d'ailleurs, voici le calendrier de déploiement. À noter que certaines des dispositions nécessitent une forme de période transitoire qui est liée à la date du contrat de certification ou à la date de fin de validité des certificats, enfin du certificat ou des certificats. Si on s'intéresse au projet de règlement modificatif, donc celui qui va modifier le RDM et le RDIV en particulier, on retrouve la plupart des modifications qui impactent le processus de certification et les modalités d'opération des EN sous les thèmes simplification et réduction de la charge administrative, innovation et disponibilité des dispositifs et numérisation qui sont intégrés dans le projet donc, de règlement modificatif. Alors, voici une sélection toute personnelle, hein, donc à tout moment, elle peut être mise en cause par nos invités du jour ou par les personnes qui sont présents et qui assistent à ce webinaire. Mais là, il s'agit d'une sélection donc personnelle des articles du règlement DM. Donc, par simplification, je n'ai repris que le règlement DM, mais on peut faire pratiquement le copier-coller pour le règlement DIV. Donc, ces articles qui seraient ajoutés ou modifiés dans le RDM et qui vont eux-mêmes modifier à des degrés variables le processus de certification tel que nous le connaissons à présent. Il y a des modifications qui vont s'appliquer à tous les fabricants et des modifications qui seront fonction de l'organisation de votre entreprise et du type et du nombre de produits de votre catalogue. Alors, par exemple, la nouvelle disposition de l'article 35 sur la gestion des litiges entre un fabricant et l'organisme notifié, ou bien la méthode d'échantillonnage des documentations techniques peuvent concerner tout le monde, j'ai envie de dire. Mais les modifications de l'article 52 sur les WET ou sur les dispositifs de classe 1 stériles avec fonction de mesurage ou qui sont des instruments chirurgicaux réutilisables sont très ciblés. Tout comme ce qui concerne les DM qui utilisent les technologies de rupture ou les DM orphelins qui sont concernés par le nouvel article 52. Alors, c'est le moment de la table ronde, la pièce de résistance. Donc, Béatrice, Thomas et Virginie. Donc, moi, j'ai utilisé l'ordre alphabétique des prénoms. Voilà. Je vais vous poser tout d'abord à tous les trois la même question. Elle va s'afficher dans un moment. Donc, chronologiquement, les organismes notifiés vont devoir d'abord mettre en place les dispositions du futur règlement d'exécution, celui qui modifie l'annexe 7. Et ce sont des dispositions qui seront mises en place entre 2026 et 2027. Puis, 1 à 2 ans après, celle de la modification des deux règlements RDM et RD. Donc voici la question. Parmi les amendements qui sont envisagés dans ces deux projets de texte, lequel apportera vraiment plus de simplification selon votre opinion dans le processus de certification, c'est-à-dire donc pour les fabricants, mais également au sein de vos organisations. Donc, Béatrice, nous commençons par toi. Tu as sélectionné des sujets qui sont des parties importantes du processus de certification et je te laisse la parole.
Merci beaucoup et merci pour cette invitation et de nous donner l'occasion je dirais, de commenter un peu ces propositions de modification. Alors, vraiment plus de simplification dans le processus de certification. Vu du fabricant, je dirais qu'on a le choix sur les sujets. J'en ai retenu quelques-uns que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est le retrait de la date de fin de validité des certificats, ce qui entraîne d'ailleurs un certain nombre de modifications dans tout le texte, un peu partout. Je pense que c'est une mesure qui était très attendue par les fabricants et qui vise vraiment à réduire une charge administrative qui peut être conséquente, notamment quand on exporte ou dans le cadre des appels d'offres. Cette mesure, pour moi, elle ne pourra fonctionner et vraiment être efficace que si EUDAMED fonctionne correctement. Parce qu'à ce moment-là, le seul moyen fiable, je dirais, de vérifier la validité d'un certificat sera EUDAMED. Sans ce fonctionnement-là, la charge administrative ne va pas se réduire puisqu'il faudra trouver d'autres moyens de vérifier ces validités de certificats. C'est donc pour moi une condition vraiment nécessaire au bon déroulement, je dirais, à ce retrait de date de fin de validité des certificats. Alors, l'opération de renouvellement, de facto, on ne parle plus de renouvellement de certification, on va parler de revue périodique. Et c'est ce qui apparaît dans l'annexe 7 au paragraphe 4.11 à la place des renouvellements. Deuxième point que j'ai trouvé intéressant et dans lequel on s'engage déjà au niveau des organismes notifiés, c'est des dispositions sur les modifications qui figurent à l'annexe 7 au paragraphe 4.9, je crois. Donc là, il s'agit de préciser à l'avance et de manière contractuelle entre le fabricant et l'organisme notifié les modifications qui n'auront pas besoin d'être reportées, celles qui devront être notifiées mais ne nécessiteront pas un accord préalable de l'organisme notifié, et puis celles qui doivent être reportées et nécessitent un accord préalable. C'est une mesure qui, pour moi, apporte de la visibilité sur, je dirais, la vie de la certification, tant pour le fabricant et aussi pour l'organisme notifié. Dans ce même article, on a aussi, je dirais, quelque chose qui peut sembler nouveau, ce qu'on appelle le Predetermined Change Control Plan, PCCP, et qui, là, donneront la possibilité entre un organisme notifié et un fabricant de venir préciser pour un produit donné quels sont les futurs changements qui pourront arriver, la façon dont ils seront contrôlés, maîtrisés, etc. Et là aussi, permettre de donner plus d'autonomie aux fabricants pour gérer ces fabricants. C'est un concept qui peut sembler nouveau, mais qui, au niveau international, fait déjà beaucoup l'objet de discussions et d'échanges. Le troisième point, c'est l'obligation, donc celui-là apparaît dans l'acte d'exécution, de s'accorder sur un calendrier. C'est le Agreed Timeline qui apparaît dans l'acte d'exécution. Toujours pareil, ça permet de donner plus de prédictabilité aux fabricants dans le cadre d'une demande de certification initiale, mais aussi dans le cadre des changements lorsque il y a des projets qui nécessiteront notamment d'avoir une approbation préalable. Ici, je voudrais insister sur la nécessité de s'accorder sur un calendrier et rappeler et même utiliser une métaphore que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, un processus de certification. C'est au minimum un duo à jouer entre le fabricant et l'organisme notifié. Parfois, c'est un trio, c'est un quatuor quand il y a d'autres autorités à consulter. Et donc, c'est vraiment ce concept de s'accorder sur des timelines et puis de s'accorder aussi lorsqu'elles nécessitent d'être ajustées. Un lien d'ailleurs, je fais le lien avec ce Agreed Timeline, avec cette notion de dialogue structuré. Et ce qui est rassurant, c'est que ce terme, qui n'est pas nouveau, là, on en parle tous et on le fait tous, cette fois-ci, il apparaît dans les textes et donne un cadre donc, juridique plus solide à cette activité de dialogue dans laquelle on était parfois, il y a quelques années, à marcher sur des œufs.
Le dernier point que je voulais signaler, et là c'est peut-être un des seuls points où je dirais qu'il y a de la simplification pour les deux, c'est-à-dire pour l'organisme notifié et pour les fabricants. J'en ai trouvé un, c'est le fait de pouvoir faire des audits à distance lorsque c'est dûment justifié, ce qui jusque-là en fait n'apparaît nulle part et voire même juridiquement faire un audit à distance n'est pas autorisé dans le cadre des règlements. Les simplifications pour les organismes notifiés, au-delà de ce point, personnellement, je n'en ai pas trouvé dans les règlements. Et d'ailleurs, si l'on va lire les notes je n'y arrive pas, explicatives qui figurent en préalable des modifications, la simplification, la réduction de la charge administrative, c'est pour les fabricants avant tout. Et il est vrai que pour les organismes notifiés, on est probablement le parent pauvre sur ça. Je vais laisser la parole au suivant. Merci beaucoup, Béatrice. Eh bien, le suivant, c'est Thomas. Et je te pose la même question, Thomas, et sur quel point souhaites-tu attirer notre attention? Merci Corinne, bonjour à toutes et tous. Moi, il y a un point du règlement d'exécution qui m'a paru, alors plus qu'une simplification pour les fabricants, un outil de clarification lié au projet qu'ils mènent, qui est l'article 1 du règlement d'exécution, euh, qui vise à imposer aux organismes notifiés d'avoir des devis qui comportent des informations et notamment l'ensemble des coûts qui, sur le cycle complet, va avoir le fabricant. Et pourquoi ce point me paraît important, c'est que nous, lorsqu'on a débuté notre activité d'organisme notifié, on a été amené à être mis en concurrence avec d'autres organismes notifiés. euh, et on a très rapidement et des fabricants qui nous disaient, mais vous êtes très au-dessus. Et quand on s'intéressait à comparer et à comprendre le pourquoi, on réalisait rapidement que tous les ON, les principaux ON sont vertueux, mais certains ON n'indiquaient pas aux fabricants l'ensemble des coûts, pourtant liés à des évaluations obligatoires dans le cadre du règlement, par exemple l'audit inopiné. Et du coup, le fabricant se retrouvait à comparer des carottes et des choux. Et ça, cet article 1 me paraît vertueux aussi bien pour les fabricants que pour les organismes notifiés parce que ça va permettre d'avoir une clarification de l'ensemble des coûts. Il restera des coûts liés notamment aux modifications, etc., pour lesquels des informations devront être données, mais on ne pourra pas estimer, tant qu'on ne connaît pas la nature des modifications, le coût total. Mais pour l'ensemble de la procédure d'évaluation et des activités de surveillance, la structure de coûts sera fixée dans le cadre du règlement et sera donc en théorie permettra aux fabricants de faciliter la comparaison entre les offres des différents organismes notifiés. Et ça me paraît euh, tout à fait vertueux. Il y a une mesure dans cet article qui est qu'il faudra estimer les coûts de déplacement, qui sera peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre parce que, comme vous le savez, c'est plus dur à estimer dans le temps. Mais pour le reste, je trouve que c'est tout à fait vertueux. Voilà, puis j'ai une autre mesure, mais qui sera peut-être dans un deuxième temps, moi, qui me tient à cœur, qui est la digitalisation de documentation technique, mais je crois qu'on abordera ça après. Voilà, Corinne. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Et enfin, je fasse apparaître la photo de Virginie. Voilà. Pardon. Et enfin, Virginie, quel est ton avis à toi sur ces propositions? Je n'entends pas Virginie. Il faut que tu mettes ton micro, Virginie. Il faut que tu mettes ton micro. Pardon, j'avais coupé parce que c'était un peu bruyant autour de moi. Je disais donc bonjour à tous et merci à Nexalis pour cette opportunité de partager effectivement autour de ces propositions de règlement. Moi, j'ai retenu deux points. Le premier qui est la réduction de l'échantillonnage. Alors, effectivement, je pense que ce texte
représente effectivement une avancée dans ce domaine par rapport au fait qu'on devait échantillonner, notamment à travers les guides qui ont été republiés, un certain nombre de documentation technique tous les ans, et puis de façon un peu plus intense après le premier cycle de certification. Donc effectivement, ça, d'un point de vue des fabricants, j'imagine que c'est considéré de façon positive. Ça va réduire le travail de soumission des dossiers techniques, et puis aussi le travail de soumission de revue des non-conformités émises par l'organisme notifié. Donc clairement, je pense que c'est effectivement une avancée. Est-ce que c'est une réelle avancée pour la sécurité des dispositifs médicaux? Loin de là, notamment parce que les articles qui élaborent sur le sujet de la réduction de l'échantillonnage restent assez vagues sur ces notions de catégorie ou de, je ne sais plus exactement le terme en français, il me semble que c'est catégorie, qui devront être prédéterminées. Donc après, j'imagine qu'on va avoir par la suite un nouveau guide relatif à l'échantillonnage des dispositifs, ce qui va engendrer une définition de ce que c'est une vraie catégorie. Donc, effectivement, ça apparaît comme une réduction du travail des deux côtés. Est-ce que ça va vraiment apporter plus de sécurité, ou en tout cas garantir la sécurité des patients? Je m'interroge assez vivement sur le sujet pour être très transparent avec vous. En ce qui concerne la simplification pour les organismes notifiés, un autre des points qui va compléter celui que Béatrice a mis en avant dans son propos, pour moi, c'est sur l'article 32, sur les résumés de sécurité et de performance, qui a été demandé pour tous les dispositifs implantables, et qui maintenant a été réduit pour les classes 2B implantables et les classes 3. Clairement, c'était très compliqué de gérer ces éléments, parce que typiquement pour les dispositifs de classe 2A, comme vous le savez tous, on échantillonnait, et revoir des SSCP, revoir des résumés de sécurité sur des dispositifs qu'on a échantillonnés, c'était un petit peu compliqué à faire, à mettre en œuvre et à suivre, notamment, surtout qu'il y avait une fréquence de revue associée avec ça. Donc pour moi, ça, c'est effectivement peut-être une vraie simplification, et pour les fabricants et pour l'organisme notifié. Reste à voir quels seront les impacts, encore une fois, sur la sécurité des dispositifs sur le marché, puisque tous les classes de A, en fait, n'auront plus cette obligation. Donc, à voir s'il y aura effectivement, à long terme, je dirais, un impact sur la sécurité des dispositifs médicaux sur le marché européen. Donc, voilà les deux points que je voulais partager avec vous sur ce nouveau règlement. Merci beaucoup, Virginie. Alors, donc, quand on a préparé cette table ronde, j'ai proposé moi-même, et vous en avez été d'accord tous les trois, bon, peut-être à votre corps défendant, on verra bien, qu'on évoque l'article 50, qui, dans ma traduction personnelle, s'appelle Accès aux organismes notifiés. Donc ça, c'est la nouvelle partie du titre. Et redevance. Donc, sa redevance, c'est le titre actuel. Et donc, l'article 50, il prévoit que la commission puisse encadrer les redevances, donc ce que les ON font payer, hein. Et il prévoit que les ON garantissent un accès équitable à leurs services, que l'autorité en charge des ON, donc l'ANSM en France, puisse imposer à l'organisme notifié d'accepter une demande, et aussi qu'une politique tarifaire accorde des réductions de 50 ou 25%, c'est marqué dans le projet de texte, et parfois un paiement différé selon la taille de l'entreprise ou le type de dispositif. Et quand on parle de paiement différé, c'est que le paiement s'est différé jusqu'à la finalisation de l'activité d'évaluation. Alors, pour poursuivre notre échange, je vous soumets à tous trois cette question subsidiaire à propos de l'article 50. Sur cet article 50 que vous connaissez, j'imagine, vraiment dans le détail, quelle est la mesure envisagée qui vous paraît réaliste à mettre en œuvre
Quelle est la mesure qui mériterait d'être au contraire retravaillée d'ici la publication, s'il en est encore temps? Parce que telle qu'elle est rédigée au jour d'aujourd'hui dans ce projet, elle serait source de plus de difficultés que d'effets bénéfiques pour le secteur. Comme on se propose de garder, en tout cas moi je me propose de garder toujours l'ordre alphabétique des prénoms, Béatrice, on débute avec toi? Eh ben, oui, allons-y. Alors, j'ai noté que la question, elle était au singulier. Donc, je me suis un peu obligée à choisir une mesure. Et donc, bah, la plus faisable, je dirais, la plus réaliste, c'est celle, en fait, celle qu'on fait déjà, qui est d'établir nos tarifs et de les publier, et puis de les transmettre à la commission pour qu'elle puisse elle-même les publier. Donc, bon, ça n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée à gérer au discours. Cela dit, je suis allée en chercher une deuxième quand même. Et pour moi, c'est le fait que soit écrit dans le texte qu'on doit traiter les micros, les, euh, les SME, pour résumer, de manière identique aux autres entreprises sans distorsion, qui est pour moi un principe majeur, hein, d'impartialité au sein des organismes notifiés, que quelle que soit la taille de l'entreprise, les dispositions, les règles, les façons dont on évalue, les façons dont on gère le processus de certification n'introduisent pas de billets. Ensuite, la mesure qui mériterait d'être retravaillée d'ici la publication, bah, bien évidemment, et c'est, je dirais, exprimée de manière collective par l'ensemble des organismes notifiés, c'est celle qui figure au point numéro 2, hein, de la proposition et qui vise à mettre des réductions de manière un peu arbitraire sur les TPE et les SME et ou des paiements différés. Parce qu'en fait, là, les impacts sont majeurs pour les organismes notifiés. Et pour certains d'entre eux, je dirais même que c'est leur viabilité et leur équilibre économique qui sont remis en cause. Et voilà, donc cette mesure, pour nous, elle est, je dirais, difficilement acceptable compte tenu des impacts, ou je dirais, ou alors des effets négatifs hein, qu'il y aurait derrière la mise en œuvre de telles mesures. Ok. Tu parlais d'une d'opinion collective. Je crois que Tim NB a fait paraître donc son avis spécifiquement là-dessus. Hein. Exactement, Tim NB a publié le 2 mars un position paper qui précise effectivement, je dirais, les préoccupations, excusez-moi, qu'ont les organismes notifiés vis-à-vis de ces mesures sur les tarifs des organismes notifiés. Et c'est le point 2 et le point 3 aussi, puisque le point 3 prévoit que la Commission puisse fixer les niveaux de tarifs des organismes notifiés. Et là, bah, ça pose beaucoup de questions en fait sur la faisabilité, sur comment ça pourrait être fait, jusqu'où ça irait et quels seraient les impacts sur le système dans sa globalité. Ok, merci Béatrice. Thomas, quel serait ton avis? As-tu des réponses à mes deux questions que tu peux mettre au pluriel si tu veux? Non, mais sans surprise, je vais rejoindre Béatrice sur la mesure à retravailler. C'est les réductions tarifaires très fortes envisagées par la Commission qui, bon, décidément, après la première version du règlement où elle s'était pas assez inquiétée de l'impact sur le modèle économique des fabricants des mesures qu'elle prenait, là, ici, il ne s'est pas du tout inquiété du bouleversement que l'article 50 allait induire sur les modèles économiques des organismes notifiés. Il y a certains organismes notifiés qui ont une majorité de clients issus de TPE, et donc l'article 50 tel quel revient à diviser par deux leur chiffre d'affaires, et donc on peut très aisément voir pourquoi ils vont fortement déstabiliser le modèle économique des organismes notifiés. Et donc cette mesure, elle est, elle va avoir des conséquences très importantes. Elle aurait pu être vue autrement, c'est-à-dire qu'un organisme notifié, comme n'importe quelle entreprise, il cherche
à avoir des dossiers bien ficelés sur lesquels il va pouvoir traiter rapidement la recevabilité, les évaluations, etc. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est tout comme vous avez, c'est l'image que tu connais, Corinne, du déménageur, tout comme un déménageur va moins facturer un client qui a déjà préparé ses cartons parce qu'il n'aura pas à le faire et il va pouvoir traiter le déménagement rapidement. Et il va se retrouver bien embêté lorsqu'il a tous les cartons à faire pour le compte de client. Ici, nous, ce qui va distinguer un projet qui va pouvoir aller vite, où on va pouvoir afficher des délais très courts pour le fabricant, etc., c'est lorsque le dossier technique qui nous est remis est organisé suivant l'annexe 2 du règlement, il a suivi l'ensemble des guidance et des recommandations pour l'établissement de la documentation technique. Et ce qui serait logique ici, c'est qu'on est, quitte à créer une grille tarifaire différente suivant les typologies de demande, ça serait plutôt de valoriser les fabricants vertueux qui ont travaillé à déposer un dossier qui était ce qu'attend le législateur et la réglementation, et qui sera en plus straightforward pour l'organisme notifié, qui va pouvoir le traiter rapidement, plutôt qu'une différenciation tarifaire qui n'est pas liée à la qualité des dossiers et qui va, très honnêtement, très fortement perturber et avoir des conséquences importantes sur le modèle des organismes notifiés et qui, in fine, aura un impact aussi très probablement sur les fabricants, puisque les organismes notifiés, qui sont des entreprises comme les autres, devront adapter leur structure tarifaire à cette révolution que constitue la rédaction actuelle de l'article 50. Après, sur ce qui me paraît très réaliste à mettre en œuvre, ce qui, moi, vraiment, j'appelle de mes voeux, qui n'est pas directement lié à l'article 50, mais qui rejoint cette notion que j'évoquais d'avoir des dossiers qui puissent être traités très rapidement par les organismes notifiés. Qui est plutôt du coup pas à l'article 50, mais à l'article 52b, où la Commission européenne ouvre la porte à la notion de documentation technique qui serait machine readable, qui serait donc digitalisée, mais aussi qui puisse être lue par des softwares. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui va permettre aux fabricants et aux organismes notifiés d'amener de l'automatisation dans les processus et donc dans la réduction des délais. On sait que les Allemands, avant, sur le sujet, ils ont sorti une DIN-SPEC, la DIN-SPEC 91509, qui vise à créer, à donner les caractéristiques de ce que serait une documentation technique digitale et machine readable. C'est important qu'en France, on bouge aussi là-dessus pour pas être à la remorque des Allemands. Et ce qui permettrait, moi, je pense par exemple, on pourrait imaginer d'avoir une structure tarifaire qui est adaptée suivant que vous avez une documentation technique digitale ou pas, par exemple, qui nous permettrait, nous, organismes notifiés, de mettre en place des outils qui permettent de gagner du temps. Voilà. Merci. J'espère. Oui, Thomas, tu as encore quelque Non, chose? Je t'en oui, prie, oui, hein. oui. Non, Voilà. non, mais c'était ça l'essentiel de ma réponse. Ok. Merci beaucoup, Thomas. Virginie, Alors à moi, toi, je à vais toi pas, le privilège de clôturer voilà. cette question intéressante sur la Je pense que je vais pas apporter beaucoup de nouveaux éléments à ce que mes deux collègues ont dit. Rappeler le principe d'impartialité des organismes notifiés par rapport au traitement des demandes des petites et moyennes entreprises me semble effectivement un point non négligeable. Je pense que la majorité des organismes notifiés ont un portefeuille de clients qui reflète la réalité du marché, c'est-à-dire 80% de petites et moyennes entreprises. Donc, si on considère allez, que ces 80% ont le droit à 25% de réduction, ça veut dire qu'on perd quasi de facto au moins 20% de chiffre d'affaires tous. Or, vous imaginez bien que la réalité économique est la même pour toutes les entreprises, donc la viabilité de certains organismes notifiés est clairement remise en question, d'autant plus qu'ils travaillent avec des petites entreprises. On a certains de nos collègues qui sont spécialisés sur des startups
typiquement, financièrement, ils vont disparaître si on leur impose ce genre de restrictions financières. Et encore une fois, je pense que je ne sais pas quel était le but de la commission en rédigeant cet article. Si c'était de mettre fin à tout ce qui est pratique de fast-tracking des dossiers techniques pour les gens qui peuvent payer plus cher, ça va peut-être beaucoup trop loin pour faire cesser ce genre de pratique. Je pense que aucun d'entre nous ne fait ce genre de pratique aujourd'hui. Pour des raisons éthiques, tout simplement. Donc, pour moi, cet article, il apporte rien. Il aurait certainement mieux fallu regarder quelles sont les pratiques des ON lors des audits pour pouvoir effectivement remettre en cause ce genre de pratiques. Ça aurait été certainement plus efficace. À retravailler, bah, clairement, une partie de cet article doit certainement disparaître parce que imposer à une société publique ou privée de prendre des clients dans des délais impartis, à des tarifs limités, je ne vois pas comment on pourra continuer à travailler dans ces conditions. Et je me pose aussi la question de comment sera mise en œuvre ces obligations, en fait, et comment ça va être vérifié. Donc là encore, la Commission a mis en place un texte dont les conséquences et l'évaluation de l'impact n'a pas été mesurée concrètement parce que j'ai un peu peur que ça prenne l'effet inverse, c'est-à-dire que les organismes notifiés ne vont prendre que des grandes entreprises et puis ne voudront plus travailler avec des petites entreprises pour des raisons évidentes de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu en conclusion de ce que mes collègues ont dit, je pense que cet article, pour moi, n'apporte rien et remet en cause effectivement la viabilité du modèle économique des organismes notifiés et des entreprises fabricantes par conséquence. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Virginie. Merci Thomas, merci Béatrice. Euh, alors, il y a une question qui me vient, donc je ne l'ai pas mise dans le chat, mais je vais la poser quand même, qui concerne cet article 50. Cet article 50, on voit que depuis en tant qu'organisme notifié, il y a des choses à réécrire. Et ça va passer par travailler avec la Commission européenne, travailler avec le Parlement, travailler avec le Conseil. Comment ça marche maintenant? En deux mots, si l'un d'entre vous... euh, Parce qu'on nous a expliqué la semaine, enfin hier en l'occurrence, oui, Béatrice complétera mon propos, c'est que donc on va avoir une phase où on va pouvoir donner notre ressenti de ce texte avec nos arguments en faveur ou en défaveur d'un ou autre article. ça c'est la La consultation publique qui est ouverte Ça, c'est la jusqu'en mai, c'est ça? consultation Ouais. publique qui est ouverte jusqu'en mai, effectivement. En parallèle, le Parlement travaille déjà sur le texte, a priori, ou va commencer à travailler sur le texte très prochainement. Euh, la Commission va prendre en compte le feedback reçu à travers cette consultation publique, retravailler le texte. Par contre, pour la suite, on n'est pas très clair, en fait. S'ils vont refaire une consultation publique sur une nouvelle proposition, s'ils vont prendre en compte l'avis des autorités compétentes, puisque pour avoir discuté avec certains de mes collègues et avec mon autorité compétente, vous imaginez bien que le texte ne contraint pas que les organismes notifiés et les fabricants, mais aussi de façon assez forte, notamment les autorités compétentes de chaque pays. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à retravailler. Et sous quel format ça va prendre vie, à part la prise en compte des feedbacks donnés lors de la consultation publique, on ne nous a pas donné beaucoup plus d'éléments hier. À moins que j'ai raté quelque chose, Béatrice, mais je te laisse compléter Non, non, non. volontiers. Effectivement, il y a la consultation publique qui a lieu actuellement et dans laquelle on invite tout le monde d'ailleurs à s'exprimer, hein. Il y a à faire des propositions, voire même ça peut même aller jusqu'à écrire un projet d'amendement du texte. Alors les amendements, c'est sur le texte amendé, pas sur le texte qui n'est pas amendé. Mais on sait qu'effectivement, les travaux, ils ont lieu par, je dirais, une sorte de trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Donc, c'est
bien évidemment, il y a des travaux qui ont lieu en dehors de ce trilogue, etc., de préparation, etc., et qui va être mené en partie par les autorités compétentes, avec l'aide des attachés et puis des représentants au sein du Conseil et du Parlement. Et ensuite, bah, c'est la procédure normalement, je dirais, classique. Alors, on a compris qu'elle allait être accélérée parce que tout le monde a le souhait que ces projets d'amendement soient adoptés au plus vite. Mais donc, une procédure classique hein, de soumission au Conseil, d'adoption et de vote si ça va jusque-là. Puis ensuite, ça bascule au Parlement. Et puis, bah, s'ils arrivent au bout, je dirais, d'un premier tour à se mettre d'accord sur un texte, et ben, le texte sera publié. Sinon, il y aura un deuxième tour. Ça, je dirais, c'est le côté un peu formel qui arrive après tout le travail je dirais, de rédaction d'amendements ou de proposition d'amendements qui, lui, est fait par chaque parti, chaque parlementaire, chaque représentant au sein du Conseil et de leurs équipes. Voilà. Ok, Leur souhait, merci. c'est quand même d'être publié beaucoup plus vite que pour 2028. Alors, c'est ce qui a été exprimé. oui, ouais, ok. Ben, alors, on espère aussi que ce soit, on va dire, pas un peu plus tôt qu'en 2028 et avec des modifications, on va dire, issues des retours de terrain sur le projet. Merci à tous les trois. Alors, si je dois retenir quelque chose sur ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une possibilité d'apporter au travers de ces deux textes plus de visibilité, de simplification. Donc, visibilité, par exemple, pour les modifications, comme vous l'avez dit, simplification avec les audits à distance, quelque chose de plus vertueux sur une structure harmonisée des devis et une transparence sur les coûts. Et dans certains cas, eh bien, il y a des modifications qui sont intéressantes, mais il y a des conditions. C'est vrai que la fin de validité des certificats qui disparaît nécessite que Damed soit vraiment complètement fonctionnel et qu'on y trouve tous les certificats pour que publiquement on puisse aller vérifier la validité d'un certificat en particulier. Dans certains cas, les modifications, les simplifications qui sont apportées, eh bien, posent la question, en tout cas, de bien vérifier, notamment au travers des critères qui sont à définir, qui sont évoqués dans les projets de texte, mais qui ne sont pas forcément définis dans le détail, si ça ne va pas impacter le niveau de sécurité sur l'ensemble des dispositifs qui sont concernés. Ce que je retiens aussi, c'est que la simplification pour la collectivité, elle ne concerne pas forcément, et parfois au contraire, en tout cas dans une première phase, les organismes notifiés. Donc, il ne s'agit pas de simplifier la vie des organismes notifiés. Béatrice, tu as dit que c'était peut-être le parent pauvre de ce volet simplification. Euh, et en revanche, on voit que sur l'article 50, il y a des choses sur l'impartialité de traitement qui sont déjà totalement, on va dire, assez bien acquises aujourd'hui, mais qui rentreraient peut-être un peu plus dans le dur de la loi et qui sont bienvenues. En revanche, les articles 2 et 3, moi je note des chiffres mais qui sont donnés pour mémoire, hein, qui est que dans certains cas, ça ferait perdre à certains organismes notifiés quelque chose comme 20% de leur chiffre d'affaires. Et c'est vrai que perdre 20% de façon réglementée, c'est quand même un peu, comment dirais-je, ça interroge et ça demande probablement de réfléchir au texte lui-même, sachant que pour finir sur une note positive, c'est forcément une bonne solution que d'adapter la tarification à des solutions de digitalisation, donc d'évaluation facilitée et plus fluide. Merci. Florent, Merci. ouais, Ouais, on arrête, ouais. On arrive au bout de on a un peu même dépassé, ce qui n'est pas tellement
notre façon de faire chez Nexialist. Mais en tout cas, merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Béatrice et merci à toi Thomas d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Corinne d'avoir si parfaitement préparé cette intéressante table ronde. C'était super. Elle sera disponible sur le site YouTube de Nexialist à partir de la semaine prochaine. Et ben, je vous souhaite de bonnes journées. Restez connectés à l'actualité de Nexialist. On aura encore d'autres webinaires à proposer. Et merci beaucoup à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.